Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce 45e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Julie, Élise, Mehdi et moi-même Fred, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels, professionnels, des passions, des engagements. Notre invité ce soir est François Mazon, que j'ai rencontré il y a 25 ans dans une autre vie professionnelle. Nous sommes restés en contact depuis lors, il va nous parler de ses rêves d'enfant, de son parcours professionnel, 30 ans en tant que grand patron, puis depuis 2013, avocat pénaliste. Nous sommes installés dans le cocon du studio, prenez place avec nous pour cet échange qui va suivre. Bonjour François. Bonjour Frédéric. Alors avant que la discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 29 octobre 2025 sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, sur 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. N'hésitez pas à participer, à intervenir en direct. Julie réalise l'émission de ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir, belle émission. Merci. Pour cela, notre téléphone est branché. Appelez-nous au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou alors, vous pouvez réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, chemin de traverse. Je suis le salon, donc je peux relayer vos questions ou vos remarques. Rebonsoir François. Rebonsoir Frédéric. Alors, vous entendez déjà la belle voix d'avocat que nous entendons. Alors, comme je disais, bon voilà, j'ai rencontré François dans une autre vie, on en parlera très rapidement tout à l'heure, il y a 25 ans, et on va, comme dans tous les émissions de chemin de traverse, on va un petit peu balayer ton parcours, en commençant un peu par l'enfance, parce qu'il y a des choses qui viennent évidemment de l'enfance, et on va parler aussi un peu de ton activité professionnelle, notamment de grand patron, parce que tu as passé de nombreuses années dans de grandes entreprises, et puis le déclic, ou peut-être les rêves d'enfant qui ressurgissent, qui t'ont fait devenir, ou en tout cas avoir la volonté de devenir avocat et de réussir à devenir avocat depuis 2013, et ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Alors première question, j'ai envie de te demander comment tu décrirais ton enfance d'un point de vue financier, matériel, d'un point de vue familial. Ah, mon enfance, d'abord c'est l'Algérie et le Maroc. Moi je suis né à Alger et j'ai passé 6 ans à Casablanca parce que mon père y travaillait. On était 5 enfants, donc c'est une enfance avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, et marquée par la Méditerranée. Tu vois, je me rends compte que je suis un homme de la Méditerranée. Maintenant, j'habite Marseille et j'adore cette mer. Enfin, c'est Mare Nostrum, c'est un peu la mer dont tout vient. Et donc voilà, donc une enfance plutôt familiale. Entouré d'enfants, dans un environnement un peu particulier, parce que c'était l'époque où l'Algérie était encore française, était en train de changer puisque voilà, moi je suis né en 59, j'ai 66 ans aujourd'hui, et le Maroc c'était un petit peu la même situation, un petit peu différente en termes de géopolitique, mais c'était un petit peu la même situation, et de très bons souvenirs. D'accord. Et tu arrives en France à quel âge ? Je suis arrivé en France à 6 ans. À Marseille ou... t'es arrivé à Marseille Non, à Paris. Enfin, je suis arrivé à Marseille. T'es arrivé à Marseille, mais est-ce que tu es resté en bateau? Voilà. Et puis ensuite à Paris. Oui. D'accord. Donc 6 ans à Paris. Alors, quand on est jeune, on a des envies ou on se dit quel métier on va faire. Toi, quand tu avais, je sais pas, une dizaine d'années, qu'est-ce que tu rêvais de faire ou qu'est-ce que tu envisageais de faire? J'allais dire comme beaucoup peut-être de petits garçons, j'avais pas d'idée très précise. J'étais fasciné par certains métiers de petits garçons, c'est-à-dire les pompiers. Je me souviens, ma mère me disait l'autre jour, il y a pas très longtemps, que j'étais fasciné par les éboueurs. Tu sais, ceux qui montent sur les camions en courant et qui s'accrochent à l'arrière du camion. En fait, pendant très longtemps, j'ai pas su exactement ce que je voulais faire. J'étais plutôt poussé par les études, sans idée très précise. Et puis progressivement, on y reviendra peut-être, j'ai été fasciné par ce métier de l'avocat. Mais ça, c'est arrivé. Quand je dis souvent, c'était un rêve d'enfant, c'est pas un rêve d'enfant, c'est un rêve d'adolescent. Donc, j'avais pas d'idée très précise. J'étais plutôt accroché à mes études, essayant de passer bien d'une année sur l'autre. J'étais plutôt un bon élève, mais sans idée très précise. Oui, mais la façon dont tu le présentes, on se dit, bon, t'as galéré un petit peu dans tes études, alors qu'en fait, t'étais un très bon élève, je pense.
j'étais plutôt un bon élève. Voilà. J'étais plutôt un bon élève, mais un élève qui travaillait beaucoup. Tu vois, moi, je fais partie de ces élèves qui ont pas envie d'avoir des problèmes. Et donc, pour pas avoir des problèmes, ils essayent d'avoir des bonnes notes. Moi, c'était vraiment ça. On foutez-moi la paix. Donc, si j'ai des bonnes notes, vous me foutez la paix. Mais je travaillais beaucoup. J'ai jamais considéré être quelqu'un d'hors norme, de génial. Donc, j'étais plutôt un bosseur qui avait des bons résultats. Et donc, j'ai plutôt, effectivement, pendant toute ma scolarité, jusqu'à rentrer dans une grande école, était plutôt, en tête de classe, disons. D'accord. Alors, on y reviendra d'ailleurs sur les notes, parce que l'une de tes premières notes, quand t'as repris tes études d'avocat, c'était pas une très bonne note, mais on y reviendra tout à l'heure, parce que ça m'a fait marrer quand j'ai lu ça. Donc, en tout cas, t'étais passionné de maths, plutôt, donc fort en maths, donc en tout cas tu travaillais beaucoup. C'est sans doute, je te poserai tout à l'heure la question sur les qualités des avocats. C'est sans doute, je pense que dans le pénal, c'est sans doute une des qualités importantes de savoir travailler, de bûcheronner ces textes. Tu étais passionné donc de maths, mais aussi tu dis, voilà, quand tu étais adolescente, tu avais ce rêve un petit peu d'avocat, mais il venait d'où? Est-ce qu'il venait de films? Est-ce qu'il venait parce que peut-être qu'à l'époque, je sais plus à quel moment on voyait des procès qui étaient filmés ou des reconstitutions de procès qui passaient à la télé. Alors je sais plus si c'était à cette époque-là ou pas, mais d'où ça vient cette envie de devenir avocat? Ça vient beaucoup de livres, de films, avec une image, je le reconnais un peu romantique de l'avocat. C'est l'avocat qui se dresse, qui défend, qui protège quelqu'un que toute la société accuse. J'ai souvent, moi, un des films qui m'a beaucoup marqué, c'est 12 hommes en colère, qui est un film d'ailleurs dans lequel il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat en fait. Exactement, il n'y a pas d'avocat. Mais il y a donc 12 jurés qui doivent décider de la culpabilité d'un accusé. Et dans la réalité, sans spoiler ce film, mais que je pense que tout le monde connaît, Henry Fonda, qui joue un des jurés, est un avocat. C'est-à-dire qu'il va, avec de la rhétorique, en faisant douter les autres jurés, renverser l'opinion de chacun. Et ce film m'a toujours fasciné. Et puis après, c'est des romans policiers, c'est d'autres films. Donc et puis j'aime défendre celui que les autres accusent. J'aime bien défendre celui qui est faible par rapport aux autres. J'aime aussi la force de la parole. Je trouve que ce qui fait aussi la beauté de ce métier, même si ça n'est pas que ça, et quelquefois on résume un peu trop le rôle de l'avocat pénaliste aux mots, c'est pas que ça. C'est aussi un métier qui est très technique, mais qui, in fine, s'exprime par des mots. Des mots prononcés à une audience, des mots éventuellement qu'on écrit, parce qu'on écrit de plus en plus, y compris au pénal, alors que c'est une procédure fondamentalement orale. Et donc, je pense que c'est ça, c'est la combinaison entre les mots, j'adore la littérature, j'adore lire, je suis en train d'écrire, j'adore les mots, et puis ce côté défendre. Je trouve que c'est une des plus belles fonctions de l'être humain que de défendre. Effectivement, oui, je suis bien d'accord. Mais alors, pourquoi finalement ne pas avoir tenté de faire des études de droit? Alors, parce que je pense que je n'avais pas la personnalité suffisante à cet âge-là, à 16-17 ans, quand on passe son bac, de dire, écoutez, moi, je suis plutôt un bon élève en maths, alors à ce moment-là, c'était la section C, A, B, C, D, j'étais en C, et quand on faisait C, quand on était plutôt bon, on ne faisait pas de droit. Enfin, c'était totalement impossible d'imaginer ça. Et je pense que je n'avais pas peut-être la maturité ou la personnalité pour imposer ça à ce que tout mon entourage m'aurait dit, puisque la voie naturelle quand on est bon en section scientifique, c'est de faire une classe préparatoire, maths sup, maths spé. Mais d'une certaine façon, je suis très très heureux d'avoir fait ça. C'est-à-dire, je pense que je vis mon métier d'avocat aujourd'hui différemment de si je l'avais vécu à partir de 25 ans. Et finalement, je trouve que c'est un bien meilleur parcours que celui que j'aurais pu avoir si j'avais démarré à 25 ans comme avocat. Et peut-être que si j'avais démarré à 25 ans comme avocat, à 50 ans, j'aurais décidé de faire autre chose. Mais voilà, là, pour répondre à ta question, j'ai suivi, j'allais dire un peu servilement, la voie naturelle. Quand on est bon en maths, on fait maths sup, maths spé, on fait pas du droit. Voilà. Donc avant de parler justement de maths sup, maths spé et tes écoles et l'école d'ingénieur, est-ce que tu aimerais, toi, aujourd'hui, que dans les collèges, lycées, il y ait une initiation au droit plus ou moins poussée? Alors oui, moi c'est un de mes combats. C'est vraiment un sujet que j'ai
découvert d'une certaine façon en commençant des études de droit. Parce que moi, j'ai commencé des études de droit donc à 50 ans exactement. Et je me suis aperçu tout d'un coup que ce qui est quand même basique, c'est-à-dire les grands principes de droit, finalement, en France, c'est une spécialité. C'est-à-dire qu'on l'enseigne pas dans la partie, dans le tronc commun jusqu'au bac. C'est quelque chose, c'est un choix que tu fais après le bac. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on n'enseigne pas les grands principes du droit au collège ou au lycée, alors qu'on enseigne les grands principes des sciences physiques, des sciences naturelles, des sciences économiques. Il y a eu tout un débat sur l'enseignement des sciences économiques, mais on est d'abord des sujets de droit. Et le droit, d'ailleurs, ça n'est pas que le pénal, loin de là. Le pénal, c'est une petite partie, mais c'est aussi le droit de la famille, c'est le droit du travail, c'est le droit de la propriété intellectuelle. Il y a plein de sujets absolument passionnants. Alors, je crois qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, c'était Éric Dupond-Moretti, quand il était ministre de la Justice, qui avait lancé les États généraux de la justice. Et dans les recommandations qui avaient été faites, il y avait d'introduire l'enseignement du droit au lycée. Et je crois, de mémoire, que certains rectorats étaient pilotes pour le faire. D'accord. Mais je pense que c'est indispensable. Moi, j'ai vu ça avec mes enfants. Ils en font un petit peu en instruction civique, mais c'est un petit bout à l'intérieur d'un programme plus large, et c'est absolument passionnant. C'est-à-dire, je pense que on peut rendre passionnant l'enseignement des grands principes du droit, disons au lycée, et on ferait des citoyens beaucoup plus matures, beaucoup plus capables de comprendre ce qui se passe dans leur société. Et c'est ça, je trouve, qui est dommage, c'est que ces principes-là ne sont pas connus. D'accord. Ok. Peut-être que ça va changer, effectivement, s'il y a des rectorats pilotes. J'espère. On regardera ça. Donc, tes études, donc tu as dit, tu as suivi la filière classique, donc le fameux bac C du scientifique de l'époque. Hein. Ensuite, donc, maths sup, maths P, donc l'école centrale. Alors, pas la prison, je pense qu'on t'a souvent déjà fait la blague. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que tu as fait centrale, donc une grande école, et tu as eu un master de physique du nucléaire. Alors ça, je ne savais pas du tout, c'est en préparant l'émission. C'est en fait, à Centrale, au moment où j'y étais, on choisissait une spécialité en 3e année, et j'ai choisi celle-là. Donc ça tournait autour de la physique quantique, mais aussi de la production d'énergie nucléaire. Et d'ailleurs, mon stage d'élève ingénieur, je l'ai fait chez Framatome, qui était l'entreprise qui était en charge de la construction des centrales nucléaires. Et j'ai fait mon service militaire, puisque c'était encore une période, je ne sais pas si toi tu as fait un service. J'ai fait mon service, Et c'est une période où on faisait le service militaire. Donc moi, j'ai fait ce qu'on appelait le service scientifique, c'est-à-dire 3 mois de classe que j'ai faite en Allemagne, dans une garnison en Allemagne, une expérience extraordinaire. Donc 3 mois de classe, vraiment seconde pompe, comme on disait à ce moment-là. Donc 3 mois de classe, et ensuite 13 mois, le tout faisait 16 mois, 13 mois au commissariat à l'énergie atomique, au CEA, à Saclay. Et je travaillais à ce moment-là sur un sujet qui était l'enrichissement isotopique, c'est-à-dire la fabrication du combustible des centrales nucléaires. Mais c'est aussi l'enrichissement isotopique, c'est à la fois le combustible pour les centrales nucléaires, on est dans le civil, ou pour les bombes, mais on est dans le militaire. Moi, j'étais vraiment dans la partie civile, et donc mes premières expériences professionnelles en tant qu'ingénieur se sont faites dans le nucléaire. Donc, c'est ma question, parce que quand tu as commencé ta carrière professionnelle après, tu as quand même travaillé dans le nucléaire. Mon premier stage, c'est Framatome, mon service militaire, c'est le CEA, et mon premier job, c'est IBM. Donc, mon premier job, c'est l'informatique. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Bon. Donc, tu es diplômé en 81 donc de Centrale, master physique du nucléaire, donc, et après, tu enchaînes avec Sciences Po. Donc tu seras lauréat. Alors le besogneux, en tout cas le travailleur, en sort lauréat. Pourquoi passer de Centrale à Sciences Po ? Quoi la logique ? La logique, c'est celle qui m'a amené au droit dans la réalité. C'est-à-dire que moi, je suis pas un ingénieur dans ma tête. J'aime les maths, mais les maths, tu connais aussi, c'est assez poétique, les maths. C'est assez abstrait. Je suis pas du tout, par exemple, moi, je suis pas un bricoleur. Je sais pas comment marche un moteur. Donc, j'ai commencé à l'école centrale, c'est une école très concrète, on l'appelle Piston, Centrale. Mais j'ai toujours voulu sortir de ce monde-là. Et donc, ma première incursion à l'extérieur du monde des ingénieurs, c'est Sciences Po.
Et je rêvais de faire Sciences Po aussi parce que j'avais une image un peu, là aussi, peut-être un peu romantique, un peu romancée de Sciences Po, mais j'ai adoré. Et donc, alors pour la petite histoire, parce que c'est très marrant, c'est que c'est pas évident de rentrer à Sciences Po. Hein. Il y a quand même un examen, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Et moi, j'ai préparé mon examen d'entrée à Sciences Po pendant mon service militaire. Et je me souviens, on avait des treillis, hein, puisque moi j'étais vraiment dans une garnison. C'était des sol-air, donc on tirait sur des avions, on faisait des combats, des choses comme ça. Et le bouquin de référence à ce moment-là, c'était le bouquin de Raymond Barre, qui avait l'ancien ministre des Finances, qui avait écrit un bouquin de référence sur l'économie. Et le Raymond Barre tenait parfaitement dans mon treillis. Tu sais, dans le treillis, il y a des grosses poches à l'extérieur. Et le Raymond Barre, le livre de Raymond Barre, pas Monsieur Raymond Barre. Et que je me souviens très bien quand on faisait des combats, on se balançait des espèces de grenades au plâtre, remplies de plâtre. On était planqués dans des buissons. Moi, je sortais mon Raymond Barre et je bouquinais pendant que les grenades au plâtre passaient au-dessus de moi. Et c'est comme ça que j'ai préparé. J'ai passé l'examen avec, pour la première fois, et ça m'a beaucoup aidé, un grand oral. Hein, j'en ai passé beaucoup des grands oraux, mais ce côté, puisque maintenant c'est une épreuve du bac, hein, j'ai découvert ça, mais c'est très très bien que ce soit le cas. Et donc ce fameux truc où tu prends un sujet, tu as 1 heure pour à peu près 10 minutes pour présenter devant un jury. Et donc j'ai préparé tout ça, j'ai réussi. Et donc je suis rentré à Sciences Po. Et juste après mon service militaire, à ce moment-là, j'ai fait un stage, je me souviens, au Crédit Lyonnais en informatique. Et en même temps, j'étais à Sciences Po. Et pour la petite histoire, parce que moi, c'est des grands souvenirs, toutes ces époques, je travaillais comme un malade, parce que c'était compliqué de faire tout ça en même temps. La bibliothèque de Sciences Po, ce qui est quand même incroyable quand on y pense aujourd'hui, elle fermait à 18h. Et moi, je travaillais au CEA, parce que je continuais, j'ai eu un moment à cheval entre le CEA et Sciences Po. Et moi, je pouvais pas aller à 18h à la bibliothèque. Et donc, je préparais mes cours, parce que je pouvais pas assister aux amphis, à Beaubourg. Moi, j'ai passé pendant 2 ans toutes mes soirées à Beaubourg, à la bibliothèque de Beaubourg, jusqu'à 22h, qui était l'heure de fermeture de Beaubourg. Et c'est là où je travaillais. Et avec une technique, maintenant il y a prescription, donc je peux le dire, c'est que à Beaubourg, je sais pas si ça a changé, c'était une bibliothèque en accès libre. C'est-à-dire que tu prenais les bouquins dans les étagères et tu les amenais sur une table et tu travaillais, tu prenais des notes. Hein. Et moi, ma grande crainte, c'est que comme je venais tous les soirs après le CEA, c'est que le lendemain, je retrouve pas mon bouquin, parce que moi je travaillais sur des bouquins un peu précis. Et 22h, Beaubourg fermé, il fallait que je rentre. Et donc je planquais les bouquins à l'endroit où il ne devait pas être. C'est-à-dire, je mettais mon gros bouquin d'économie au milieu des bandes dessinées parce que je savais que le lendemain, parce que là, normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut laisser les bouquins sur la table et c'est les gens de la bibliothèque qui vont les ranger. Mais je me disais, si je fais ça et qu'entre-temps, il y a un gars qui utilise le même bouquin que moi, je vais jamais le